Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Sarah, plus connue sous le nom de Madame la juriste, dans ce nouvel épisode de Wedding Divan. Vu son métier, on a abordé un sujet très important mais souvent oublié par les pros du mariage, comment se protéger juridiquement. Un sujet qui peut paraître peu passionnant pour certains, mais qui peut te coûter très cher si tu n'y penses pas. Et en plus, Sarah a une façon bien à elle d'en parler, j'adore. Je te laisse écouter. Hello Sarah, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis ravie de t'accueillir. On ne se connaît pas personnellement, mais je te suis sur les réseaux depuis un certain temps et je te recommande même dans mes formations. Bienvenue à toi. Salut, je suis contente d'être sur ton podcast, ça me fait vraiment plaisir. Écoute, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et te dire un petit peu d'où tu viens, ton parcours, etc. Bien sûr. Alors du coup, moi je suis Sarah, Madame la juriste sur Instagram et ma mission c'est de faire en sorte du coup que vous fassiez du droit un vrai allié dans votre business, que vous puissiez vraiment l'utiliser et pas de le voir comme quelque chose de chiant, quelque chose de lourd, mais plutôt le voir comme un outil pour atteindre vos objectifs financiers, développer votre entreprise et votre chiffre d'affaires tout en sécurisant vos ventes. Donc j'essaye de faire du droit en tout cas cet ami de l'ombre qui vous protège et qui vous accompagne. Trop bien. Et du coup, tu te décris comme une juriste chelou. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Justement, dans cette même lignée, vous voyez un petit peu comment je voulais présenter le droit. J'ai vraiment cette vision du droit comme étant quelque chose qu'on peut incorporer dans son entreprise pour atteindre ses objectifs. Et c'est une vision qui est pas très conventionnelle. C'est-à-dire que quand on va à la fac et quand on s'assoit devant les bancs de l'université, on nous apprend pas forcément les côtés fun du droit. Hein. On nous apprend les côtés un peu soporifiques. Attention, si tu fais pas ça, tu vas être sanctionné et puni. Alors que moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui peut nous permettre à tous de se faire respecter et d'asseoir notre dignité juridique, comme j'aime bien l'appeler. Donc déjà, sur le regard conventionnel, c'est un peu chelou, un peu bizarre la meuf. Mais de l'autre côté, c'est du coup ma manière d'en parler aussi. J'essaye de le faire dans l'humour, d'apporter du fun dans tout ce que je fais pour le rendre beaucoup plus digeste. Et du coup, dans ma communication, j'hésite pas à être marrante ou à utiliser des sons un peu drôles pour casser l'image froide du droit. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je te suis, parce que moi, tes reels me font mourir de rire. Mais oui, je vois bien l'approche, du coup, différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Ça, c'est sûr. Et du coup, selon toi, c'est quoi les plus grosses erreurs dans le domaine juridique que peuvent faire des entrepreneuses qui se lancent, par exemple? Ouais, déjà la première erreur, et là je pense que tu seras d'accord avec moi Magali, c'est ce côté où la plupart des prestataires, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, se cachent derrière le devis en se disant bon, moi j'ai appris en formation ou alors j'ai vu sur internet qu'un devis ça suffisait parce que ça permet d'écrire 2-3 lignes sur une seule page qu'on envoie au client et là on est sûr que rien ne pourra nous arriver. Alors qu'au final, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a tellement de cas de figure qu'on n'anticipe pas sur un devis qui tient surtout sur une page, qui est plutôt adapté pour essayer de récupérer son argent et pas adapté pour protéger nos intérêts. Du coup, la première erreur que je vois, c'est vraiment la fausse sensation d'être protégé avec un devis. Oui, je te confirme que c'est j'ai ça et j'ai le fait de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat et dans le mariage. Parce que c'est une passion, donc du coup, on se dit que les gens vont être en face, c'est nos clients, mais bon, déjà, ils nous payent pour ce qu'on fait, c'est déjà énorme, tu vois, donc pourquoi penser à se protéger contre eux, tu vois? Ouais.
Mais pourtant, il y a des cas de figure qui sont un peu la faute à personne. Ça peut être, imaginons demain, je ne vous le souhaite pas, mais qu'il y ait encore un confinement ou qu'il y ait encore des décalages, ou que je ne le souhaite à personne encore, mais il y a un fait de guerre qui fasse que voilà, les mariages c'est peut-être pas la priorité. Comment on fait pour s'assurer de tout cadrer à l'avance, de savoir comment ça pourrait s'arranger en fonction de la prestation qu'on propose au client, parce que si tu ne cadres rien, la règle serait je rembourse tout au client et puis tant pis pour moi. Même si j'avais commencé à faire des recherches, même si j'avais commencé à travailler avec le client, parce qu'il n'y a rien qui a été verrouillé juridiquement. Et c'est pour ça moi je dis tout le temps qu'il faut au moins avoir une protection de base, plutôt que de chercher tout de suite, mais j'attends d'avoir 1 million de chiffre d'affaires pour avoir tel ou tel avocat, 500 000 documents. Non, tu fais déjà ce qui est bien de base pour couvrir l'essentiel. Et par la suite, tu peux aussi monter de la protection au fur et à mesure. Je pense qu'il y a beaucoup de prestataires du mariage qui ont revu leur contrat suite au Covid, parce que ça, personne n'avait prévu. C'est peu, certain. En tout cas. Il y en avait très peu, je pense. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu vois chez les entrepreneuses d'ailleurs? Oui. Alors, peut-être que la personne qui écoute cet épisode de podcast se sentira concernée. Je suis désolée, mais c'est volontairement que je te secoue un petit peu. On ne copie pas les CGV de ses concurrents. C'est pas parce que ton concurrent a un site internet qui te semble pareil que le tien, que tu as l'impression qu'il fait la même activité que toi, que c'est le cas. Déjà, la première des choses, c'est que tu vas lui manquer de respect puisque tu vas copier son travail. Et ça, tout le monde le sait, c'est pas très flatteur pour ton entreprise. Mais aussi, au-delà de ça, tu seras pas forcément bien couverte. Parce qu'il y a beaucoup de prestataires qui font sur leur site la même chose que toi, tu auras fait avec eux. Donc, c'est un peu comme le téléphone arabe. Tu copies une partie du truc, tu remixes. Tu copies une partie du truc et tu remixes. Et à la fin, il n'y a plus rien de correct, il n'y a plus rien de juridiquement fiable. Et c'est un grand n'importe quoi. Donc, tu n'es même pas sûr d'être protégé. Et en plus de ça, ton concurrent pourrait se retourner contre toi. Donc ça, c'est une erreur que je vois aussi beaucoup plus souvent qu'elle ne devrait être présente. En fait. Oui, parce que en fait, d'une personne à l'autre, on n'a pas forcément besoin des mêmes clauses finalement, parce que on fait peut-être la même activité, mais pas forcément la même chose exactement, et que du coup, on peut changer, on doit changer quelques clauses pour pouvoir être adapté à soi-même en fait. Exactement. Et puis il y a certaines personnes qui, comme je l'ai dit, auront déjà copié des CGV à droite à gauche, et du coup, les bases légales seront peut-être déjà fausses, parce que à force de faire des mélanges. Il reste parfois plus grand-chose de vraiment conforme. Et puis, les erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est par exemple la base légale qui était vraie, mais il y a 10 ans. Donc, en fait, dans les codes, peut-être pas chaque année, mais au moins tous les 5 ans, on peut voir des remaniements du code. Donc, des clauses, des articles qui étaient rangés, je sais pas, l'article 1000, il peut devenir l'article 3000. Et du coup, quand tu reviens à cet article-là, tu te rends compte que la base légale qui est visée, c'est même plus la bonne. Donc, les personnes ne le savent pas parce que même s'il n'y en a que 5 dans des CGV, des articles, les gens vont rarement aller les chercher pour vérifier s'ils sont toujours bons. Et oui. Et du coup, alors toi, je sais que tu fais pas des templates du coup. Raconte-moi comment tu travailles là-dessus. Ouais, moi mon but c'est d'être la petite souris dans l'ombre qui fait le travail peu sexy justement, qui est pas très intéressant, d'aller chercher dans la jurisprudence, d'aller chercher dans les textes ceux qui s'appliquent à un domaine d'activité. Et je crée du coup des packs de templates totalement adaptés à plusieurs activités. Et en fait, le but, c'est que ce soit du tout en un. Je prends mon pack, je sais qu'il est adapté à mon domaine d'activité, je le personnalise parce que je sais si je fais de la formation, je sais si je suis coach, je sais très bien si je suis prestataire, je sais très bien si je fais des événements, je suis dans l'événementiel. Donc, je connais mon activité. Donc là, je peux pas me tromper sur la base légale. Et ensuite, je personnalise en fonction de mes préférences d'entreprise à hauteur de 10% à peu près par modèle. Juste, voilà, les conditions de report, c'est ça. Les conditions de remboursement, c'est ça. Si on doit suspendre le contrat, voici les conditions par rapport à mon entreprise en termes de délai, mais sinon tout ce qui est juridiquement applicable a déjà été rédigé par moi. Ouais, ça, c'est génial. Et du coup, tu as des clientes dans le secteur du mariage ? J'ai des clientes dans le secteur du mariage. La dernière cliente que j'ai accompagnée, c'était dans la création de société. Donc là, dans son domaine, alors elle n'est pas une prestataire dans le secteur du mariage, mais elle crée des objets pour les personnes qui souhaitent se marier. Donc, elle est souvent en relation justement avec des prestataires du monde du mariage, par exemple pour tout ce qui est décoration du lieu en fait de mariage, des cadeaux, etc. Donc tout ce qui est ces produits-là, elle se fait par exemple recommander par des prestataires qui sont plutôt là au quotidien avec les clients, par exemple pour organiser leur mariage. Mais ça, c'était du coup plutôt un accompagnement one-to-one que des templates finalement, puisque c'est les. Voilà. Alors dedans il y a les deux.
Dans un accompagnement, c'était plutôt un accompagnement, une formation à la création d'entreprise où elle avait effectivement tous les templates adéquats, donc pour sa création d'entreprise, à la fois la mise en conformité, donc les fameux CGV pour sa boutique en ligne et tous les documents obligatoires, ainsi que la partie formation que je propose très peu, justement par manque de disponibilité, mais la partie formation qui lui permettait d'atteindre son objectif de créer l'entreprise à son bon statut. Mais oui, parce que ça, c'est encore un truc. C'est les devis, les contrats, etc. Mais il y a aussi quel statut choisir quand on démarre, parce qu'on est souvent perdu. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Les petits tips qu'on peut avoir, c'est de toujours se dire que ce qui est vrai pour l'autre n'est pas forcément vrai pour moi. Et donc, pas regarder uniquement l'angle financier, mais vraiment l'angle de la vie qu'on aimerait en fait mener, tout en ayant notre entreprise. Parce que à chiffre d'affaires égal, un entrepreneur qui est dans le même domaine d'ailleurs que toi peut prendre la décision d'avoir un autre statut que toi parce que lui, il a le chômage ou parce que il a prévu un congé parental, parce que il va être avec son conjoint dans l'entreprise. Il y a tellement de critères en fait qui entrent en jeu que la meilleure des règles que je peux vous donner, c'est d'éviter de regarder ce que fait le voisin. Parce que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter plus d'inconfort qu'autre chose. Si vous passez en société juste parce que vous entendez que c'est ce qui se fait dans votre entreprise, mais qu'au final, la gestion ne vous convient pas et que vous n'en tirez aucun bénéfice, que ce soit financier ou même en qualité de vie, ce ne sera pas très intéressant. Et pourtant, on pourrait regarder objectivement et se dire, c'est trop cool, il y a plus de bénéfices dans tel ou tel statut, mais ce n'est pas le seul critère à regarder, ce n'est pas l'argent uniquement. C'est vrai que les prestats du mariage ont tendance à se lancer en auto-entreprise et que c'est pas forcément le meilleur truc. Par exemple, si tu fais de la location de déco, comment te dire, c'est pas le meilleur statut, quoi. Ça coûte cher en fait en termes d'investissement parce qu'avant de pouvoir faire louer, si tu as un business model où tu vas d'abord acheter, d'abord investir, présenter ensuite sur tes plateformes pour que les personnes aient envie de louer, tu peux être en tout cas pendant une petite période à perte, ou alors tu vas peut-être plus investir financièrement de ta poche avant d'avoir un retour sur investissement. Et par exemple en micro-entreprise, tout investissement que tu fais est perdu puisqu'il n'y a pas de trace, il n'y a pas de ton entreprise te devra pas en charge. Voilà. Alors qu'en société, toutes les dépenses que toi tu vas faire par exemple pour ton entreprise, elle te les remboursera. Est-ce que tu vois d'autres aspects juridiques essentiels pour les pros du mariage à nous donner aujourd'hui? Anticiper les cas de figure où la prestation déjà se déroule bien. Donc, les cas de figure classiques. Comment ça se passe une prestation avec vous? Par exemple, la location. OK. Voici les conditions de base. Et ensuite, prévoyez aussi le plan B. Qu'est-ce qui se passe si ça ne se passe pas comme prévu? Par exemple, le client paye en retard ou alors le client vient chercher en retard, je sais pas, je dis n'importe quoi, des assiettes pour le mariage. Du coup, est-ce qu'il peut se retourner contre vous et dire à cause de vous, mon mariage est gâché parce que je n'ai pas pu avoir les assiettes à temps. Comment on cadre ces situations-là? C'est à nous, c'est notre cerveau qui doit jouer. C'est à nous d'anticiper ces cas de figure parce que c'est certainement pas votre client qui va se poser la question de quelle est la conséquence si je suis vraiment en retard pour le mariage, ou est-ce que si le mariage est décalé d'une semaine, est-ce que ça change tout? Alors que toi, tu as déjà signé 5 personnes pour la semaine d'après, est-ce que tu peux décaler? Comment ça se passe en fait? Anticiper, je vous dirais, le plan A, le plan B. Ouais, le plan C, le plan D. Voilà. Et déjà, c'est déjà bien, plan A, plan B. En général, c'est si ça se passe bien. Et après, si ce truc qui se passe pas bien, en général, se passe mal, ça nous vient naturellement quand on se dit, OK, s'il est en retard, c'est quoi la conséquence du coup? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Mais c'est vrai que, là, je travaille justement, moi, sur des CGV pour une formation en ligne pour les futurs mariés. Donc, c'est encore autre chose. Oui. Et c'est vrai que, je suis pas juriste. Donc, j'ai pris une juriste qui est une de mes anciennes mariées, du coup. Et qui, du coup, a cette vision de tous les trucs catastrophes que nous, on n'imagine pas, en fait. Et elle me dit, je sais, je suis chiante et tout. Je dis, mais non, mais au contraire, c'est pour ça que je te paye. Clairement. Oui, parce qu'en fait, nous, on est cuit les petits oiseaux, en vrai. On va se dire, non, mais c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et en fait, même, on n'y pense même pas. Donc, c'est pour ça que le fait de prendre une juriste ou de prendre, justement, une personne comme toi qui a pensé à tous ces aspects qui peuvent mal se passer est important. Parce que, en fait, le jour où on a un souci et que c'est notre gagne-pain principal et que, les mariés ne veulent pas nous payer, par exemple, comment on fait? Parce que c'est ça, en fait, finalement. À la fin, c'est se protéger pour, justement, en cas de souci et de litige, ou ce qu'on appelle, on appelle ça un litige, de litige avec des mariés qui ne veulent pas te payer parce que pour eux, ça s'est mal passé, alors que pour toi, peut-être, ça s'est bien passé.
Totalement. Et ça, c'est pas que l'angle financier en fait qui entre en compte. Hein. Il y a tellement d'autres paramètres pour protéger votre travail qui entrent en compte. Ça dépend. Alors, tu peux me donner des exemples, par exemple, de prestataires que tu accompagnes ou que tu touches sur ce podcast qui pourraient écouter. Ouais, j'ai wedding planner, j'ai officiante de cérémonie, j'ai photographe. Donc photographe, quand tu disais ça, je pensais à la protection de l'image. Oui, la propriété intellectuelle, oui. Voilà, j'ai photographe, vidéaste, j'ai make-up artiste, celles qui font coiffure, maquillage. Enfin, voilà, j'ai tous les prestats j'ai des gens qui ont un domaine aussi. Ok. Voilà, j'ai tous les prestats du mariage en fait qui m'écoutent. Et du coup, c'est assez varié et c'est très intéressant parce que dans chaque cas de figure, vous pourrez toujours trouver, voilà, justement, ces scénarios un peu catastrophes qui pourraient se produire. Et wedding planner, alors, je n'ai jamais fait appel à une wedding planner. Par contre, lors de mon mariage, ma mère s'est improvisée wedding planner. Et c'est vrai que, par exemple, on remet toute la pression, entre guillemets, sur la wedding planner par rapport à l'organisation. S'il y a du retard, on va penser à toi tout de suite. Comment ça se fait? Et puis, pas forcément parce que les gens sont méchants, hein, mais pour la plupart des personnes, le mariage est vu comme le jour le plus important de leur vie. Donc, beaucoup de stress. Et si le jour J, moi, le jour de mon mariage, par exemple, il y avait eu du retard avec la limousine qui était arrivée en retard, etc. Ta mère, elle aurait... Forcément, moi, j'étais un peu en crise. Et puis, du coup, je me retourne vers qui? Vers ma mère. Donc, dans ces situations-là, jusqu'où va ta responsabilité, en fait? Parce que tu n'es pas forcément, tu n'es pas en train de tenir la main du chauffeur qui est le chauffeur privé. Tu n'es pas, c'est pas ta faute s'il arrive en retard. Donc, jusqu'où tu veux prendre la responsabilité et jusqu'où dans ton contrat, on va la comprendre. Le client ne va pas comprendre forcément. C'est à toi de lui expliquer. Oui, c'est pareil sur les wedding planners. J'en vois, par exemple, qui vont, acheter les fleurs. Donc, wedding planner designer, du coup, qui vont acheter les fleurs à une fleuriste, marger sur cette fleuriste et vendre cette prestation au client. Sauf qu'en fait, t'engages ta responsabilité en tant que wedding planner, c'est-à-dire que si c'est toi qui fais les fleurs, ok, mais si tu achètes un truc tout fait à une fleuriste et que tu marges dessus et que la fleuriste, par exemple, a un souci et ne vient pas livrer ton truc, c'est ta responsabilité qui est en cause, c'est pas la sienne finalement. Parce que le client n'aura pas signé de devis ou de contrat avec la fleuriste. En fait, c'est ce qu'on appelle en droit français, tu te portes fort, tu te portes garant de tes prestataires. À partir du moment où le client signe avec toi, c'est toi le visage de tes prestataires. Si tu lui dis pas à ce client-là, il faut que tu contractualises avec telle ou telle personne. Et c'est vrai que quand on veut limiter sa responsabilité, il y a une des astuces, c'est effectivement de renvoyer vers les prestataires, de justement avoir une réduction ou avoir quelque chose, peut-être un lien partenaire qui leur donne au client la possibilité de signer à tarif, par exemple, plus avantageux avec tel ou tel prestataire. Ça peut favoriser ça. Et derrière, à la rigueur, ce prestataire peut te renvoyer une commission ou ça, vous pouvez vous mettre d'accord. Mais si tu veux limiter ta responsabilité, la dernière des choses à faire, c'est de porter toute la responsabilité du contrat, de l'intégralité des interventions. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que voilà, on n'y pense pas forcément de se dire, je vais me faire de la marge, ok. Mais après, il n'y a pas que ça, en fait. C'est que s'il y a un problème sur la livraison, par exemple, c'est toi qu'on va aller voir, finalement. Totalement. Et tu touches aussi des personnes qui font des décorations à des lieux de mariage. Je ne sais pas si c'est un nom, décoratrice spécialisée dans le mariage. Ça peut être wedding designer ou décoratrice. Voilà. D'accord, très bien. Mais là, ça peut être, par exemple, la décoration ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Bon, alors normalement, vous validez ensemble tous les éléments. Normalement, vous leur montrez ce que ça pourrait donner. Chacun a son process, bien sûr. Chacun le fait assez personnellement. Mais normalement, on se base quand même sur les choix du marié ou de la mariée. Mais si, au moment de l'organisation, tu te rends compte quand même avant le mariage, normalement, finalement, ils se disent « Mais ça rend pas pareil, je suis déçue. » Voilà. J'ai eu une de mes coachées qui avait eu une mariée qui lui avait dit en fait moi je voulais des tables rondes et finalement on s'était mis d'accord sur une grande table, tu sais, rectangulaire, et en fait je trouve que c'est beaucoup trop serré en voyant le jour J, quoi. Donc je suis déçue. OK. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'elle a pu répondre? Je sais pas ce qu'elle a pu répondre, mais normalement on devrait retrouver la réponse dans le contrat. Qu'est-ce qui se passe en cas d'insatisfaction? C'est tout bête, hein, parce que pour nous on se dit mais on écoute tout ce qu'ils disent. Mais il y a des clients, franchement, peut-être que ceux qui écoutent s'en sont déjà rendus compte, il y a des clients qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent, en fait. Hein. Ils ont une idée. Oui. Voilà. Ils ont une idée, ils pensent vraiment dur comme fer que c'est la direction dans laquelle ils veulent aller, mais finalement, non. Et ces personnes-là, ces clients-là,
ils vont faire quoi? Ils vont s'en remettre à toi derrière. Ils vont dire mais c'est ta faute, tu aurais peut-être dû me guider, c'est ton métier quand même. Bah, oui, mais moi j'écoute. Si tu me dis tu veux des cacas partout pour ton mariage, je vais te dessiner des cacas partout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vais écouter ce que tu me dis. J'ai mon regard de professionnel, mais voilà, justement dans la limitation de responsabilité, voici aussi ce qu'il faut anticiper. Vous verrouillez des éléments avec le client. Une fois que ça a été validé à une certaine étape, il peut plus revenir dessus, ou alors il peut pas se retourner contre toi si jamais il change d'avis. Ouais. Et ça, par exemple, dans tes templates, on peut retrouver ce genre de choses? Alors, j'ai pas créé de template wedding planner. J'ai très peu de demandes, en fait, là-dessus. Ça va venir. Non, mais justement, si moi vous venez, mais moi, je kiffe créer des packs. Par contre, moi, ce que je déteste en tant que maman de mes petits modèles, c'est qu'ils prennent la poussière, tu vois. Donc, moi, je crée toujours au fur et à mesure qu'on me sollicite et qu'on me dit, ben voilà, j'ai besoin de ça ou de ça. Donc, si vous avez besoin d'un pack, moi, je le sors, le pack. Il n'y a pas de souci. Ça me fait tellement plaisir, en plus, de me plonger dedans. J'ai déjà aider, par exemple, pour améliorer des conditions générales ou des contrats avec des clauses supplémentaires. Voilà, quand on m'a commandé des clauses supplémentaires, ça, je le faisais avant. Donc, je connais beaucoup de métiers et j'ai déjà, par contre, un pack événementiel. Donc, ça, c'est pour tous ceux et celles qui organisent des événements. Mais par exemple, pour un pack wedding planner, je me verrais totalement en faire un. Photographe, j'en ai déjà, par exemple. Photographe, t'en as déjà. Ouais. Okay. Ouais, donc voilà, tous les photographes, allez voir. Franchement, en tout cas, voilà, même rien que pour la com, allez voir. Mais c'est avec plaisir, quoi. Et puis pour les coiffeurs aussi, j'ai aussi créé un pack. Les personnes qui font du maquillage, j'ai très peu de demandes parce que souvent, ce que je remarque, c'est qu'on a la fausse croyance qu'à partir du moment où on fait des prestations à la personne, où on estime que voilà, les personnes, c'est pas, on n'est pas une banque, tu vois. On a là cette impression, mais non, mais moi, je fais que du maquillage. Tu vois, mais c'est une prestation. C'est une prestation. Et le jour d'un mariage, moi, j'ai vu combien de personnes qui peuvent être déçues de leur maquillage le jour du mariage. Donc, il y a des personnes qui vont rien dire, il y a des personnes qui vont se plaindre. Ou sinon, le cas de figure de la mariée qui ramène toutes ses copines le jour du mariage et qui dit, bah, tu peux les maquiller aussi. C'est peut-être pas prévu dans le contrat, en fait. Donc, comment vous allez leur expliquer ça? Bah oui, non, mais c'est clair. Ok, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner aux pros du mariage avant qu'on passe? Alors, tu n'es sûrement pas au courant, mais je pose toujours à la fin des questions que je n'envoie pas pour avoir de la spontanéité et le côté un peu foufou dont on parle depuis tout à l'heure. C'est des questions un peu plus perso, mais pas non plus de folie. Ok. Bah, moi, je pense avoir fait le tour, mais si jamais il y a d'autres points ou d'autres questions, ça donnera l'objet d'un deuxième épisode. Un deuxième épisode ou d'un live sur Instagram. Moi, j'aime bien aussi faire le pendant derrière sur Instagram. Ça fait deux médias différents. Cool. Alors, on passe aux questions que je t'ai pas envoyées. Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneuse qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie? Ah, j'ai cru qu'elle allait me dire qu'il me servira à rien. On peut faire ça aussi. J'avais posé cette question. Il y en a trop. Mais ça, c'est des trucs des gens qui connaissent pas, en fait. Souvent. Donc, un conseil qu'on m'a donné, que je suivrai tout le temps, c'est un peu extrême, hein, ce que je dis. Enfin, ça dépend. Pour les puristes de la publication de contenu, ils diront c'est un peu extrême. Mais moi, on m'a souvent dit, vaut mieux publier quelque chose qui n'est pas surtravaillé que de rien publier du tout. Et il y a des périodes où je me disais, ah non, j'ai envie de parler de telle ou telle thématique, mais ça va me faire passer trop de temps à rechercher, trop de temps à créer les visuels, etc. Ben, simplifie. Dis-toi que tu passes ton message et même si tu postes pour mettre 2-3 phrases, peut-être que ces 2-3 phrases vont vraiment parler à ton client à ton client cible et que ça va provoquer peut-être 1 ou 2 ventes. T'en sais rien. Moi, les posts qui me semblaient les plus vite faits, c'est clair. C'est ceux qui m'apportaient le plus d'échanges de personnes qui me disent « Ah, tu fais des CGV, ah, tu fais des contrats !» Je me dis « Mais alors j'ai fait des poussées, il y avait personne, hein, tu vois ?» Voilà. Oui, mais c'est clair. Bah, c'est pareil. Moi, j'ai fait un reel, tu vois, qui était même pas, c'était un reel humoristique total, tu vois. C'est vraiment un truc sur la mariée et ses envies. Qui te dit j'ai envie d'un mariage simple et qui finalement a des envies très 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 compliquées. Mais tu sais, c'est le reel qu'on a vu partout avec le mec qui danse et qui dit briser voler, tu vois, qui donne un cours de danse. On l'a vu partout ce truc. Je me suis dit, je le poste, mais voilà, 100 000 vues, 500 likes. J'étais là, mais c'est quoi le truc? Voilà. Et j'ai grave gagné des abonnés comme ça, alors que j'y croyais pas du tout. Donc, souvent, c'est des trucs pour lesquels soit tu mets pas de temps, soit tu n'y crois pas, qui vont t'apporter le plus de résultats finalement.
Mais c'est Donc, vrai. oui. Et en fait, oui, ça c'est en plus il y a un fort potentiel de viralité parce que tu as le combo humour, tu as le combo trend et tu as le combo le contenu que en fait tout le monde peut se connaître un petit peu dedans s'il est concerné par la thématique. Donc en plus tu qualifies les personnes qui pourraient tomber dessus. Donc Oui, et puis ne pas oublier l'appel à l'action, de dire partage ouais, si, voilà, j'ai mis ça, partage si tu reconnais tes mariés. Du coup, tout le monde a partagé. ça c'est génial. Donc ouais, je suis vraiment. En fait, ce que je disais à une de mes coachées, c'est voilà, enfin, moi j'étais très perfectionniste avant, jusqu'à ce que je comprenne que en fait ça me faisait procrastiner certaines choses. Ouais. Et en fait, l'action c'est le plus important. En fait. Mais tellement. Passe à l'action. Passe à l'action, fais des trucs. Tu regretteras pas. C'est tellement ça. C'est clair. Ton dernier coup de cœur pro? Bon, là, ça va être un peu séquence émotion. Mon coup de cœur dernier, c'était Florine Legros, qui malheureusement nous a quittés. Oui. Voilà. Ouais. Une superbe copywriter. Il y a encore son compte Instagram d'ouvert. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder ses contenus. Elle crée des newsletters vraiment exceptionnels. C'est vrai. Ça restera toujours, je pense, mon modèle entrepreneurial pour sa rage de vivre et tout ce qu'elle crée finalement dans ses contenus. On ressentait vraiment de la sincérité, de l'authenticité dans tout ce qu'elle créait. Donc, voilà, ça, c'est mon modèle. Ouais, je valide. Ton dernier coup de gueule? Mon dernier coup de gueule, je pense que c'était... Ah oui, d'actualité. Parce que moi, je suis une très grande fan de Selena Gomez. C'est pas très professionnel, mais Selena Gomez se fait énormément traiter par des personnes grossophobes, en fait, qui estiment qu'elle a plus le même corps que quand elle avait 15 ans. Et moi non plus, perso. Moi non plus. Bienvenue au club. Et qui estime que du coup elle devrait absolument perdre du poids et elle est pas belle, etc., etc. Et du coup, mon coup de gueule, c'est juste laisser le corps des femmes tranquille. On vous a rien demandé. Laissez les femmes être comme elles sont. On est très bien, on est parfaite comme on est. Je valide. Bon, c'est bien, on est alignés surtout. Et là, alors la question que j'aime beaucoup poser, après t'es pas obligé d'y répondre, mais c'était quoi la pire période de ta vie en termes d'âge? Est-ce que c'était au collège? Est-ce que c'était l'année dernière? Est-ce que c'était voilà? L'adolescence. Ouais, c'est la réponse la plus donnée. Bah, même si, franchement, être adulte, c'est une arnaque. Hein. Moi, j'ai envie de dire, devenir adulte, c'est pas aussi sexy qu'on pensait quand on était justement jeune, quoi. Ah ouais? Moi, je trouve que c'est une arnaque, quoi. T'arrives, tu payes des impôts. Pourquoi tu payes? T'es là, il y a pas si longtemps, t'étais encore à la fac, ok? Donc là, t'arrives, tu payes des impôts, l'URSSAF. Voilà, tu découvres des charges, tu vois, que tu n'avais pas conscience. Et quand tu étais adolescente, pour toi, une peine de cœur, c'était la fin du monde, tu vois. Maintenant, la peine de cœur, c'est de recevoir une hausse de tes impôts, tu vois ce que je veux dire. C'est pas pareil. Ça a changé. Ok, donc l'adolescence quand même si le temps d'adulte est une arnaque pour toi, mais du coup l'adolescence parce que c'était la période... C'est quoi? L'adolescence, c'était une période où déjà t'es en tension entre... t'es en tension parce que tu te découvres aussi et tu deviens plus grand. Donc tu es là dans la transition, tu es en train de devenir adulte. Et effectivement, du coup, je ne me reconnaissais pas dans pas mal de choses, dans pas mal d'injonctions, auprès de mes parents, auprès des adultes. Du coup, c'était une période... bon, j'ai pas eu de phase émo non plus. Je n'étais pas en mode... fuck la terre, tu vois. Mais j'ai eu quand même, je pense que ça a davantage renforcé mon côté où l'injustice, c'est vraiment la pire chose que je ne peux pas tolérer, en fait, l'injustice. Donc, c'est vraiment dans l'adolescence où cette flamme de la justice, elle est venue en moi, quoi, tu vois. Bah, finalement, c'est une bonne période pour toi. Finalement, ça a donné ton parcours de vie. Oui, on va dire que ça m'a poussé à savoir, en tout cas, ce que je ne veux pas que les enfants puissent subir ou ce que j'aimerais changer. Voilà, à mon niveau. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Sarah de l'adolescence aujourd'hui, avec le recul que tu as? Je lui dirais que franchement, pleurer pour des mecs dont tu te souviendras même pas dans 10 ans, franchement, ça sert à rien. Donc, après, tu auras des impôts. Donc... voilà, tu paieras pour tes impôts, d'accord. Donc, savoure ta vie, d'accord. Laisse tomber ceux qui te font pleurer, là, et dis-toi qu'un jour... tu seras tellement fier de toi qu'en fait, tu t'en foutras de tout ça, tu vois. Ah, trop bien, trop bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sarah. C'était un plaisir de t'avoir et on a appris plein de choses. Je pense que les auditrices et les auditeurs de Wedding Divan te remercieront. Et surtout, si vous voulez des templates Wedding Planner, n'hésitez pas à demander à Sarah. Ouais, je créerai le pack direct. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi. À très vite. À très vite.
Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et que tu auras appris plein de choses, que tu te seras dit que le juridique ça peut être hyper fun mais aussi hyper important. Si l'épisode t'a plu, partage-le sur Insta et tag-nous Sarah, Madame la juriste et moi, ça nous fera trop plaisir. Et pense aussi à mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.